Notre invitée est une incroyable battante, une joueuse de tennis fauteuil dont le courage et la détermination vont vous bluffer. Et pas seulement parce qu'elle est 19e mondiale et numéro 2 française, non. Elle force l'admiration parce qu'elle a surmonté une épreuve que peu d'entre nous auraient peut-être surmontée. Cette épreuve, c'est celle d'un accident qui va faire basculer sa vie en une seconde. Un automobiliste qui va la percuter à 80 km/h alors qu'elle est à l'arrêt sur son scooter. Un conducteur de 92 ans qui a confondu le frein avec l'accélérateur. C'était un jour d'octobre 2018, un samedi à Paris. Il faisait beau. Elle s'apprêtait à être présentée officiellement aux frères de sa compagne. Elle devait passer une belle soirée. Mais cette soirée, elle la terminera à l'hôpital, une jambe en moins. Et toute la suite s'écrira différemment. Sa vie, son quotidien, ses relations sociales, ses projets professionnels. Il n'y a pas un pan de sa vie qui n'a pas été bouleversé par ce drame. Et pourtant, elle a réussi à en faire un combat constructif. Oserais-je même dire positif. Est-ce que le mot positif a la place dans son histoire ou est-il indécent? Posons-lui la question. Bienvenue dans Un monde à regard, bienvenue Pauline Déroulède et merci d'avoir accepté notre invitation ici au Sénat, au Dôme Tournon. Est-ce que dire qu'il y a finalement du positif dans votre histoire, c'est indécent ou ça reflète une certaine réalité? Écoutez, c'est en tout cas ce que j'essaye de faire au quotidien, de transformer le drame qui m'est arrivé en quelque chose d'autre et si possible évidemment quelque chose de positif. Donc bien sûr qu'il y en a, déjà je suis en vie, ça je serai éternellement reconnaissante et j'essaye de rebondir au jour le jour. Quand je vois le chemin parcouru déjà depuis cet accident il y a bientôt 4 ans, je me dis que j'ai bien progressé. Je dis souvent le chemin est long, mais je connais la route. C'est ça qu'il faut se dire au quotidien avec un bon entourage, bien sûr. Est-ce que ce drame a révélé quelque chose de vous que vous ignoriez sur vous-même ou sur les autres? Avez-vous été surprise par vous et par les autres? C'est sûr que je n'imaginais pas que j'allais être aussi capable de m'en sortir. Et je pense que c'est ce qu'on peut expérimenter une fois dans une vie. Je le souhaite à personne, bien sûr, mais c'est l'instinct de survie. Qui nous fait naître des ressources inimaginables. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé. J'ai été consciente tout le long dans cet accident. J'ai tout de suite compris, ancré, que la Pauline d'avant allait rester sur ces pavés-là et qu'il allait falloir s'en sortir et qu'il allait y avoir une Pauline d'après. J'ai tout de suite compris que j'avais perdu ma jambe. Même si le cerveau essaye de nous protéger, de se dire maintenant la médecine fait des choses formidables, on va pouvoir peut-être recoller, je ne sais pas. J'ai compris qu'en tout cas, j'allais plus être la même et qu'il allait falloir vraiment être solide pour être debout à nouveau, au sens propre et au sens figuré. J'ai un peu dit ce qui s'était passé ce 27 octobre 2018, mais si vous le voulez bien, on va y revenir un tout petit peu. Ce soir-là, je crois que vous cherchez un fleuriste pour apporter des fleurs aux frères de votre compagne. Il y a plein de fleuristes sur la route. Vous hésitez une première fois, une deuxième fois, et c'est finalement le troisième que vous choisissez. Est-ce que vous vous dites, il y avait une part de fatalité ce soir-là ou pas? Qu'est-ce que vous vous dites? C'est sûr que combien de fois je me suis refait le film et qu'on peut se dire que c'était peut-être mon destin. C'était écrit quelque part, puisque ça s'est fait à un choix différent d'endroit où je me suis garée et je me suis retrouvée sur ce trottoir. À quelques mètres près, je n'aurais pas été percutée. On était 3 d'ailleurs sur ce trottoir à avoir été victimes dans cet accident. 2 autres personnes ont été blessées. Hein. Oui, 2 autres personnes aussi très sévèrement. Donc c'était un accident très grave qui a mobilisé beaucoup de ressources, beaucoup de secours. Et le premier secours que j'ai eu, moi, c'est des civils dans la rue qui m'ont sauvé la vie quelque part puisqu'ils m'ont posé un garrot. J'étais au mauvais endroit au mauvais moment. Mais il aurait fallu qu'une seule personne ne conduise pas pour que cet accident ne se produise pas. C'est surtout ça. Bien sûr, on y viendra à ce combat législatif que vous menez aujourd'hui. Mais vous dites, j'ai compris tout de suite que j'avais perdu ma jambe. Moi, je lisais que les gens ont essayé de vous empêcher de lever la tête pour voir que vous aviez perdu votre jambe et que c'est votre compagne qui voit, elle, tout de suite que vous avez perdu votre jambe. C'est comme ça que ça s'est passé ? En fait, tout de suite au sol, on m'a retrouvée, on m'a pris en charge et j'essayais effectivement de me relever pour vérifier et on m'en empêchait. J'ai quand même pu vérifier
Et c'est vrai que je me souviens avoir regardé en l'air et poussé un énorme cri, un cri qu'on pousse une seule fois dans sa vie, qui sort du cœur, qui sort des tripes. Et voilà, pour, on va dire, encaisser. Et Tiphaine, ma compagne, m'a tout de suite rejoint et ça a été le seul moment, le seul repère à ce moment-là rassurant pour moi. Elle ne m'a rien dit sur ce qui se passait. Elle avait vu malheureusement que je n'avais plus ma jambe. Elle a d'ailleurs vu d'autres choses qu'elle n'aurait préféré pas voir non plus. Mais voilà, c'est à ce moment-là, je me raccroche à son regard, à ses yeux, à ce qu'elle me dit. Elle vous dit tout de suite, je t'aimerai toute ma vie. Ouais, elle me fait une déclaration d'amour, comme si elle lisait ma détresse absolue. Où bien sûr, j'y ai pensé à ce moment-là. Je me suis dit, mais est-ce qu'elle va rester avec moi? Comment on va faire? Comment elle va supporter ça? J'ai pensé à nous en tant que couple, et c'est vrai que cet amour-là m'a sauvée dans le moment présent, de me dire ok, je ne suis pas seule, parce qu'à ce moment-là, on se sent très très seul, même si on est entouré, évidemment, pris en charge. Mais c'était un moment très fort, très évidemment dramatique, mais heureusement qu'elle était là ce jour-là, clairement. Après cet accident, j'ai été emmenée à l'hôpital militaire de Percy. Ouais, il va y avoir les mots d'ailleurs de ce médecin qui va tout de suite vous dire votre jambe, vous ne la récupérerez pas, madame, alors que vous avez encore peut-être espoir à ce moment-là. Et vous dit d'ailleurs que ça a été une autre épreuve dans l'épreuve quand il vous dit ça, mais en même temps, est-ce qu'il n'a pas... il ne vous a pas empêché de vous leurrer? Est-ce qu'il ne vous a pas empêché d'espérer? Est-ce qu'après coup, vous ne dites pas, il a bien fait de me dire les choses Je lui ai posé la question, en fait. Moi, j'avais besoin de savoir. Comme je vous l'ai dit, je pense que le cerveau s'était mis en mode sécurité. On peut me recoller ma jambe? Bien sûr que non. Et c'est vrai que tout de suite, en arrivant, avant de partir au bloc opératoire, je lui ai demandé. Et il m'a dit que ça n'allait pas être possible, malheureusement. Donc, je suis partie au bloc opératoire en sachant qu'on allait... sauver ma peau, ce qu'il en reste en tout cas, mais que je n'allais avoir plus qu'une jambe. Commence alors de longs mois de douleur, d'anesthésie générale, de solitude. Chaque soir, vous revivez l'accident à l'heure où il s'est produit, c'est-à-dire a priori plutôt au coucher du soleil, en tout cas en fin de journée. Le lieu dans lequel vous êtes à ce moment-là, Percy, c'est un hôpital militaire et c'est pas un détail dans votre histoire. Vous avez dit un jour, dès le premier soir, les soldats m'ont fait comprendre que j'étais l'une des leurs. Et puis être entouré d'hommes et de femmes blessés sur le front, ça fait relativiser. On n'ose pas trop se plaindre. Qu'est-ce qui vous fait dire que eux ne se sont pas dit la même chose que vous finalement? Ah, écoutez, moi je dis aussi que les militaires m'ont sauvée dès le premier soir où un chef de service qui n'avait rien à voir avec celui dans lequel j'étais, un colonel, est venu dans ma chambre et m'a dit voilà, cette phrase, tu es un de nos jeunes soldats, et ça m'a donné beaucoup de force. Il m'a considérée comme une des leurs, effectivement, et il m'a surtout donné de l'espoir en me disant que voilà, ok, c'est clair, la vérité, il te manque quelque chose, mais tous tes projets vont être que reportés. Tu vas voir, après il y aura la rééducation, tu vas aimer, tu vas être dans l'action, tu vas être dans le sport. Il a tout de suite cerné le profil que j'avais, donc c'est vrai qu'il a su trouver les mots, et par la suite, effectivement, ça s'est confirmé en rééducation, où j'étais entourée de ces combattants qui déjà ont été blessés en opération extérieure et qui sont très, très solides et qui m'ont transmis finalement cette force que je n'avais pas avant, en tout cas que je n'imaginais pas avoir. Et j'ai énormément de respect pour eux et ils m'ont beaucoup inspiré pour la suite. Et d'ailleurs, vous allez continuer, vous, les séances de sport. Une fois que tout le monde est parti, une fois que tout est terminé, votre compagne Tiphaine dit, mais même les soignants ont été dépassés par son envie de se battre. J'étais un bulldozer, faut le dire. J'ai un peu cassé les codes pour le coup des militaires qui sont très stricts. Et effectivement, je faisais des heures supplémentaires dans les salles de kiné pour commencer la réathlétisation. Pas seulement du bas du corps, mais aussi du haut, parce que j'avais perdu énormément de poids. Et voilà, moi, c'était ma place. J'étais dans l'action, je reprenais possession petit à petit de mon corps, alors que pendant 4 mois, j'avais dû être alitée, à subir les soins. C'est vrai que voilà, j'ai dû faire preuve de résilience, mais parce que j'ai été entourée aussi de résilience. J'ai été dans un climat qui forçait à ça. Et surtout, j'ai vu 10 fois pire que moi. Et j'ai tout de suite compris que j'étais vraiment privilégiée d'être en vie, d'être debout, et que je ne devais pas me plaindre. Donc en fait, pour moi, j'ai jamais eu le choix, en fait. Quoi, 10 fois pire que vous? Qu'est-ce que vous avez vu? Des gens des soldats dont c'était la vie de partir au front et qui à 20 ans, se retrouvent complètement déchirés et qui doivent radicalement changer de vie, qui n'ont plus aucune perspective, qui veulent en finir. J'ai d'ailleurs eu un échange avec un soldat que j'ai remonté quand moi j'allais mieux. Les rôles se sont inversés
Et c'est ça aussi le pouvoir de la résilience où les rôles s'échangent. D'abord, c'est les soignants qui prennent le relais, qui nous portent. Et une fois qu'on va mieux, nous, on passe le relais à ceux qui en ont le plus besoin. Ça veut presque dire qu'il y a une solidarité dans ces moments-là et dans ces endroits-là qui n'existe pas ailleurs. C'est une solidarité que... Totalement. C'est une bulle que personne ne peut comprendre quand on n'est pas dedans, et qui est rassurante, même si, évidemment, on est dans des soins, on est à l'hôpital, Mais voilà, moi, je me sentais en sécurité à l'hôpital. Et c'est d'ailleurs pour ça que le retour à la vie extérieure a été aussi difficile à gérer, parce que c'est autre chose. Mais en tout cas, on se sent protégé et on se protège entre nous. Et il y a un vrai esprit de groupe. Une fraternité. Qui porte, bien sûr. Est-ce que ce retour, j'allais dire, à la vie réelle, ça a été difficile, notamment à cause du regard des autres? Comment vous l'avez vécu, ce regard des autres? Quel est-il d'ailleurs? C'est un regard de pitié? C'est quoi ce regard? Il y a tellement de choses à dire là-dessus. Moi encore, j'ai pas eu le choix parce que c'était l'été. Je suis sortie tout de suite, prothèse apparente. J'étais en short parce qu'il faisait très chaud. Et j'ai dû affronter ce regard. J'en ai jamais voulu aux gens de regarder parce que moi-même, je pense, une prothèse, visuellement, on peut pas la rater. Donc on regarde, on est interpellé. Ce que j'ai trouvé pour m'aider, c'est d'être toujours bien entourée d'un harem, donc de ma famille, de mes proches, de mes amis, pour essayer d'avoir encore plus de force, parce que c'est vrai que c'est difficile d'avoir tout le temps l'attention sur soi, de sentir les regards qui dévisagent, mais par curiosité finalement. Oui, pas forcément malsaine. Non, pas forcément mais voilà, il faut arriver à le gérer. Et moi, ce que je constate encore aujourd'hui, c'est dans les bons jours, j'ai aucun souci. Dans les mauvais jours, c'est fatigant de toujours avoir ces regards sur nous. Le regard des enfants a été différent, je crois. Le regard des enfants, il est magique. Il est magique et c'est celui qui réconcilie avec l'humain. Avec l'humain, parce qu'il n'y a pas de filtre, donc on est dans la vérité absolue. Mais ça peut faire mal aussi. Ça peut faire mal, mais en même temps, il passe tellement vite à autre chose. Moi, je me souviens d'un petit garçon qui avait montré du doigt ma jambe en disant elle a une jambe de robot, c'est une jambe de super-héros. Et c'est vrai que quand ça va pas, je pense à ce petit garçon qui a dit que j'avais une jambe de super-héros. et c'est plutôt mignon. Mais généralement, c'est un peu ce que vous êtes, peut-être. C'est lui qui le dit. Héroïne. Non, bien sûr que non. Mais en tout cas, c'est vrai que généralement, les adultes sont beaucoup plus gênés que les enfants. Parce que, voilà, il y a les codes de la société qui font que. Mais c'est vrai que nous, porteurs de handicap, je dis nous parce qu'il y a les gens en fauteuil, les gens qui ont un handicap invisible, on veut pas de pitié, on veut être traité normalement. On a une différence, comme quelqu'un qui a les cheveux bruns, blonds. Mais voilà, la différence peut être belle, tout simplement. Être traité normalement. En tout cas, cet accident va faire naître un combat, une bataille législative qu'on a un tout petit peu évoquée, mais on va rentrer dans le détail. Vous êtes au bon endroit pour en parler, vous êtes au Sénat. Je crois que c'est votre père qui lance le processus avec une première pétition qu'il lance alors que vous êtes encore à l'hôpital contre la conduite des seniors. C'est comme ça que ça se passe? Et comment vous regardez ça, vous? Vous avez envie de vous mettre dans ce combat ou pas tout de suite? Pour être très honnête, au départ, effectivement, ça arrivait quelques jours après cet accident qui a été médiatisé parce que c'était un grave accident en plein Paris. Voilà, ça n'arrive pas heureusement tous les jours. Et c'est vrai que mon père s'est emparé de ce combat en disant que c'était dingue en France que on puisse conduire jusqu'à notre mort, donc très âgé. Et donc il a lancé cette pétition. Et moi, quand on m'a raconté ça à l'hôpital, ma première réaction, c'est d'être en colère. Après votre père? Ouais, d'être en colère contre lui, mais après coup, avec le recul, j'ai compris, parce que lui, avec sa colère de papa, il avait besoin d'exprimer... voilà, et de se mettre dans l'action, dans un combat? Tout à fait. Mais moi, à cette époque, j'en étais pas encore là, parce qu'il y avait vraiment l'urgence des soins. J'étais dans une anesthésie générale tous les 2 jours. Dans le turflu, en fait. J'étais complètement shootée à la morphine. Donc c'est vrai que c'était très tôt pour moi. Et après, vous faites ce combat, votre combat? Tout à fait. En fait, j'ai remarché au bout de 4 mois grâce à une prothèse. Et à partir de là, comme à mon image, debout, j'ai repris le combat parce que, en fait, je me suis dit que c'était tellement dingue, effectivement, qu'on ait un permis de conduire illimité, alors même qu'on est très engagé ici en France sur les questions de sécurité routière, sur l'alcool au volant, le portable au volant, mais tout simplement, voilà, une personne sans rien, on ne la contrôle pas. Et ça, c'est pas acceptable. Mais vous allez en parler à des acteurs majeurs, notamment à Christophe Castaner. Vous allez lui parler de ça. Et il va vous répondre quelque chose d'un peu étonnant. Je crois qu'on est dans un contexte difficile. On sort de la polémique sur les 80 km/h. Tout à fait. Et du coup, il vous dit quoi? C'est vrai que le climat n'était pas favorable pour faire changer les choses à cette époque. Effectivement, il me dit que c'est la responsabilité de chacun et celle des familles, ce qui est le cas aujourd'hui, c'est vrai, il a raison.
Et que voilà, c'est aux familles ou aux conducteurs de se dire je ne peux plus conduire, je ne dois plus conduire parce que je ne suis plus capable. Sauf que dans la réalité, ça ne se passe pas comme ça. En tout cas, c'est difficile de compter uniquement sur l'auto-recul d'une personne pour se dire là, je suis dangereux, je laisse les clés. Ou alors de reposer sur la responsabilité de tes familles. Moi, j'ai des familles qui m'écrivent tous les jours en me disant je ne sais plus quoi faire, je suis obligée de cacher les clés, de débrancher la batterie. On est dans des choses un peu lunaires. Donc et puis c'est compliqué de toucher à la voiture en France. Vous l'avez compris, sacré la dans voiture. Cette bataille que vous menez. C'est effectivement sacré la voiture. On a un rapport, nous les Français, avec la voiture très particulier qui n'existe nulle part ailleurs. D'ailleurs, je pense, pour avoir beaucoup voyagé et m'être renseignée. Et c'est vrai que la voiture, c'est la liberté. Donc, c'est compliqué de se dire... Y compris pour les seniors, d'ailleurs. Tout à fait. Quelle faisabilité de ce test que vous voudriez tous les 2 ans pour ces personnes âgées? C'est-à-dire, si à un point près, un senior est dit invalide, en tout cas inapte à conduire, et que ça l'isole et qu'il vit loin de sa famille, comment on fait dans ces situations-là? J'imagine que les responsables politiques vous le disent aussi. Alors, bien sûr, il faut trouver des solutions alternatives de mobilité. C'est pour ça que moi, je travaille beaucoup avec le ministère des Transports pour pallier à qu'est-ce qu'on fait d'une personne qui ne peut plus conduire. Ce qui est important de rappeler aujourd'hui, c'est que maintenant, le projet de loi que je propose, c'est un test d'aptitude à la conduite pour tous les conducteurs, pas uniquement les seniors. C'est-à-dire qu'on repasserait une visite médicale tous les 10 ans, dans un premier temps, avec une fréquence plus régulière, effectivement, à partir d'un certain âge, puisqu'on sait que ça peut changer d'une année sur l'autre beaucoup plus rapidement que lorsqu'on est jeune. C'est intéressant, vous en parlez comme une responsable politique, comme une sénatrice ou une députée. C'est-à-dire, vous y avez réfléchi à votre texte. Il est en train d'évoluer avec des amendements, mais qui viennent d'où? C'est la réalité du terrain, c'est en ayant beaucoup échangé avec ce qui est faisable, recevable pour tous. Moi, je pense aujourd'hui qu'on peut être dangereux sans être pour autant très âgé. C'est très inégal en fait. Une personne de 50 ans peut avoir une maladie dégénérative et être complètement en vrac, alors qu'une personne de 80 ans peut péter la forme et être tout à fait capable de conduire. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment une visite au cas par cas médicale devant un médecin et si besoin d'aller dans une auto-école pour passer un test en situation réelle. Parce que le meilleur moyen de voir si quelqu'un est capable, c'est de le voir conduire, tout simplement. Vous n'avez jamais pensé à déposer une pétition sur la plateforme qui a été mise en place par le Sénat, où on peut effectivement déposer, puis si elle obtient au moins 100 000 signatures dans un délai de 6 mois, elle est transmise à la conférence des présidents. Vous avez rencontré des sénateurs? Vous avez essayé de travailler avec le Sénat? Oui, j'ai déjà rencontré Roger Carucci, qui m'a apporté tout son soutien et qui je l'espère, m'aidera à faire bouger les choses. Parce qu'en fait, c'est vraiment, aujourd'hui, c'est un manque de courage politique. J'ai l'impression d'être souvent seule face à cette montagne, de servir le gouvernement pour, faire bouger des choses, mais eux, derrière, c'est-à-dire que moi, je dis souvent, je ne peux pas écrire un projet de loi à la place de ceux qui le font, ce n'est pas mon métier. Et c'est vrai que je travaille avec la sécurité routière, je sollicite des ministres qui m'écoutent. Des campagnes de communication avec la petite Cléo. Tout à fait, très important la prévention. Et alors qu'il c'est la seule chose qu'on peut faire, qui existe. C'est d'ailleurs la ligne éditoriale, si je puis dire, de la sécurité routière, de faire de la prévention sur l'aptitude à la conduite. Mais je sais qu'il faut passer à l'acte, en fait. Il faut vraiment mettre un cadre légal. J'entends trop souvent des forces de l'ordre venir vers moi, me dire qu'ils sont impuissants, qu'ils n'ont pas la loi avec eux, qu'ils ne peuvent pas arrêter des gens complètement inaptes au volant parce qu'ils ne sont pas en infraction. Et moi, c'est ce que je dis souvent, le conducteur qui nous a fauché, nous, 3 victimes sur le trottoir, il n'était pas en infraction. Il n'était pas en infraction, il pouvait conduire, malgré toutes les précautions du monde qu'il prenait pour limiter le risque. Il a eu cet accident et ça n'a rien à voir avec sa méconnaissance du code de la route, puisque c'était un conducteur exemplaire. Moi, j'ai eu un échange avec lui. Oui, ce que j'allais dire, vous avez pu échanger avec lui. Alors, il n'y a pas eu de procès. Vous auriez voulu qu'il y ait procès, mais il est décédé avant le procès. Et ça, c'est encore un autre sujet, la lenteur de la justice, qui est aussi un de vos sujets. Et cet homme vous a parlé, il s'est expliqué avec vous. Ouais, c'était un échange très fort. Moi, à ma demande, je voulais vraiment avoir ce face-à-face pour avoir sa version déjà de cet accident. Et dans le combat que je mène sur le projet de loi que je défends sur l'aptitude à la conduite, c'était important pour moi de parler à ce conducteur. Et dans le cadre de la justice réparatrice, c'est ça? C'est comme ça que vous dites? Ça s'appelle la justice restaurative. Ouais. C'est vraiment méconnu d'ailleurs, mais c'est un fonctionnement qui marche très bien avec une médiation entre les deux parties, en dehors du cadre judiciaire, où il y a vraiment un échange possible. Et ça a été le cas pour moi, avec ce conducteur qui m'a dit des choses très très fortes, notamment la phrase de me dire s'il y avait une loi, je l'aurais respectée.
Nous, les vieilles personnes, on respecte les lois. Toute ma vie, j'ai conduit sans aucun accident dans le cadre de mon travail. Je savais que je n'étais plus capable. Et d'ailleurs, il avait prévu d'arrêter quelques mois après l'accident. Et voilà, ce monsieur était complètement anéanti, détruit, en se qualifiant lui-même d'assassin, de criminel. C'est moi-même qui ai dû lui dire non, je ne suis pas morte. C'était un échange très fort, mais je sais que ce monsieur, il aurait préféré passer une visite médicale plutôt que d'être impliqué dans cet accident, parce qu'on parle souvent des victimes d'accidents, mais les responsables, derrière, ont la vie tout aussi détruite. Et ça, c'est très important de le rappeler. Mais cet échange ne vous a pas suffi, vous auriez aimé le procès. Pourquoi vous dites que ça m'aurait aidé à clore le chapitre. Ça veut dire que finalement, le chapitre n'est pas clos parce qu'il n'y a pas eu ce procès? Il paraît que pour les victimes, le procès est toujours très, très important. Et pour l'avoir vécu, je le confirme, c'est très symbolique. Dans le cadre, en plus de ce procès, de cette affaire-là, ça aurait été très symbolique. Évidemment que ce monsieur, on n'allait pas à plus de 90 ans le mettre en prison. Mais parce que vous recherchiez. Bien sûr que non. Mais c'est surtout de laisser la justice se positionner fermement. Et d'ailleurs, elle manque de fermeté aujourd'hui sur les punitions, je dirais les sanctions. Les accidents de la route. Voilà, tout à fait, par rapport aux accidents de la route. Je voudrais vous montrer un document, Pauline Déroulède. C'est une archive. Je vous la confie et j'explique au public de quoi il s'agit. 1960, match de basket fauteuil lors des 9e Jeux internationaux de Stoke-Mandeville. On les considère comme les premiers Jeux paralympiques. Ils ont eu lieu à Rome, 6 jours après la clôture des Jeux olympiques. 5000 personnes assistent à la cérémonie d'ouverture. 23 nations sont présentes, 400 athlètes, tous en fauteuil roulant. Ils s'affrontent dans 8 sports. Ça vous inspire quoi? Il fallait une sacrée audace à l'époque pour se lancer là-dedans. Mais vous savez, ça m'inspire beaucoup de choses parce que pour l'avoir vécu, en fait, il faut savoir que les Jeux paralympiques viennent des centres de rééducation. Ça a été mis en place par un médecin qui récupérait tous les blessés de guerre de la Seconde Guerre mondiale. Et ce médecin a constaté que le sport était vraiment le meilleur outil de reconstruction pour les patients. Et pour l'avoir vécu moi-même en rééducation, c'est vrai qu'il y a vraiment un esprit de groupe, encore une fois, on est tous ensemble, peu importe le handicap, on pratique la même activité sportive et finalement ça réconcilie avec la vie, ça reconstruit le corps et l'esprit et voilà, ça me fait sourire parce que c'est vrai. Sauf que le fauteuil, vous y venez difficilement, vous. Vous l'avez pas aimé, ce fauteuil roulant au début. Ah non, c'était compliqué. Vous savez, moi, c'était pas votre allié. Non, je faisais partie des gens, je l'assume, qui avaient beaucoup de préjugés, d'a priori, sur l'image du fauteuil roulant, qui pour moi, était pas forcément une image très positive. Et c'est vrai que de passer de la station debout à la station assise, c'était compliqué quand j'ai décidé de faire très rapidement, après mon accident, de prétendre à une participation aux Jeux à Paris en 2024. J'ai ensuite choisi le tennis, mais je savais que ça se pratiquait en fauteuil, effectivement, et il a fallu passer un petit cap parce que pour avoir pratiqué le tennis debout, c'était compliqué pour moi, je reconnais, d'accepter que maintenant, il fallait que je joue assise. Parce que je précise que vous faisiez du tennis avant et vous aviez même un diplôme qui vous permettait d'enseigner le tennis à des petits. Tout à fait. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Le tennis n'arrive pas par hasard. Non, le tennis était déjà dans ma vie, mais voilà, on m'a proposé finalement de le pratiquer différemment. Donc c'est vrai que moi, avec mon esprit entre guillemets de personne valide, j'avais du mal à me faire à l'idée. Mais j'ai fait comme tout le monde, j'ai fait les bonnes rencontres, j'ai discuté, j'ai surtout essayé. Et j'ai tout de suite Et maintenant, vous pensez à Paris 2024. Alors, vous visez la médaille. Ah ben bien sûr, l'important, c'est pas uniquement de participer, c'est de gagner. Ah bon? J'ai rien contre Coubertin, mais non, mais moi, très rapidement, quelques heures après l'accident en salle de réveil, j'ai dit à mes proches, je veux faire les Jeux paralympiques à Paris en 2024. Je savais que j'avais 4 ans pour réaliser ce projet. J'ai eu la chance d'être bien entourée, accompagnée et détectée par la Fédération française de tennis. C'est en bonne voie ou pas? Vous vous entraînez beaucoup? Vous avez des chances? C'est devenu ma vie. C'est devenu ma vie. Je m'entraîne tous les jours. J'ai maintenant la vie d'une sportive de haut niveau. Je pars en compétition internationale à l'étranger. Donc c'est vrai que c'est une vie différente où je côtoie tous les jours maintenant le handicap vraiment de manière différente. Il y a des gens en fauteuil tout le temps. Il y a des gens qui ont des handicaps invisibles. Et c'est vrai que c'est une vie pas ordinaire, mais dans laquelle je réussis à m'épanouir aujourd'hui et surtout grâce au sport, qui pour moi a été
vrai moteur. Il y a un sujet dont on parle peu, mais je sais que vous y tenez, c'est de parler aussi des proches des personnes handicapées. Pour vous, Tiphaine a été effectivement un moteur et on parle assez peu de ces personnes qui accompagnent quelqu'un qui a vécu un drame, un accident. On en parle trop peu. Eux aussi, il faudrait les accompagner. Est-ce que Tiphaine a été accompagnée? Est-ce qu'elle a été aidée? Elle a eu aussi un coup de mou. Je crois qu'après vous avoir soutenue pendant 1 an, elle aussi, au bout d'1 an, elle craque. Et là, c'est vous qui la soutenez. C'est ça, c'est les rôles s'inversent, comme je le disais tout à l'heure. Moi, je les appelle les victimes de l'ombre, celles qu'on ne voit pas forcément, qui ont des blessures invisibles. C'est le cas de Tiphaine, ma compagne, effectivement, qui n'a pas été blessée physiquement, heureusement, dans cet accident, mais beaucoup plus peut-être psychologiquement, parce qu'elle a vu des choses que moi, par exemple, je n'ai pas vues sur les lieux de l'accident. Et voilà, ces victimes de l'ombre, on en parle moins, c'est assez tabou. Et pourtant, il faut le soigner parce que d'être témoin d'un accident, d'être témoin d'une personne accidentée, en tout cas avec un lourd handicap, par exemple, à vivre, c'est pas évident. Tiphaine, elle a été en pilotage automatique pendant 1 an pour me porter, m'accompagner, me donner toute la force dont j'avais besoin. Et quand j'ai commencé effectivement à aller mieux, c'est là où elle s'est autorisée à lâcher prise. Et c'est tout aussi brutal, violent, et c'est là où il faut... C'est quoi, c'est une dépression? C'est quoi? Oui, c'est ça. On peut parler d'une dépression, d'une petite descente aux enfers. Et c'est vrai qu'il faut être soutenu psychologiquement et ne pas être dans le déni, et que la société reconnaisse aussi cette douleur-là de ces victimes de l'ombre. Et les aidants ont un rôle majeur dans l'accompagnement d'une personne accidentée. J'ai des photos pour vous, Pauline Déroulède. La première, c'est Amélie Mauresmo, grande joueuse de tennis, grande entraîneuse, patronne de Roland-Garros, connue aussi pour son coming out en 99, qui a bouleversé le monde du sport. 10 ans après, sur France Inter, elle confiait ceci: il y a encore des gens qui viennent me voir en me disant « vous m'avez sauvée ». Est-ce que vous faites partie des gens qu'elle a libérés? Peut-être pas sauvés, mais libérés? Amélie Mauresmo, moi, ça fait partie des joueuses, en tout cas, qui m'ont donné envie de jouer au tennis. Magnifique revers à une main, et effectivement, qui assumait son orientation sexuelle. Et c'est vrai que moi, je trouve ça très courageux. Et c'est vrai que j'y pense. En tout cas, je me reconnais beaucoup dans son profil d'assumer, de pas se cacher, en fait. Et de même pas en faire un sujet. Ouais, de pas en faire un sujet. Moi, je suis heureuse, je suis amoureuse, et voilà, je n'ai rien à cacher, et je continuerai d'être moi-même. Et vous la connaissez? Oui, bien sûr, on s'est rencontrés. C'est quelqu'un de très bien. Une dernière photo. Alors là, c'est vous dans l'émission Danse avec les stars, une émission très connue sur TF1, une émission à laquelle vous avez participé en novembre 2019. Ça veut dire un an seulement après votre accident. Une seule apparition, mais alors quelle prouesse, quel souvenir vous en gardez? Qu'est-ce que ça vous a apporté? Énormément de choses, au-delà de l'émission, d'un programme télé avec des paillettes. C'est sur le plan personnel, ça a été une véritable épreuve et un challenge. Effectivement, ça faisait 1 an après l'accident, jour pour jour. C'est fou. C'est incroyable. 1 an après, c'est fou. Et je remarchais à peine avec la prothèse. Quand on m'a proposé d'y participer, je ne savais pas si j'allais pouvoir tenir physiquement. Donc ça a été vraiment une aventure totale, et au final vraiment quelque chose de très fort pour moi. Une revanche. Fovoto qui avait écrit la danse a raconté mon histoire à travers cette danse. Donc c'était vraiment très fort pour moi, un moment que j'oublierai jamais, parce que ouais, j'étais en vie à nouveau, la renaissance. Et on a la chair de poule quand vous en parlez. Tout au long de l'émission, on a eu la chair de poule. Dernière question en lien avec ce lieu, Pauline Déroulède. Nous sommes entourés de 4 statues qui représentent chacune une vertu. On a ici la sagesse, la prudence, la justice, et derrière moi l'éloquence. Est-ce qu'il y a une de ces vertus qui vous parle, que vous avez ou que vous aimeriez avoir? Qu'est-ce qui vous inspire? Sagesse, prudence, justice, éloquence? La justice, ça me parle évidemment. Pour moi, et pour beaucoup d'ailleurs qui avons vécu une injustice, la notion de justice, c'est primordial. Merci infiniment en tout cas, Pauline Déroulède, d'avoir participé à cette émission, de nous avoir livré votre regard sur le monde. Merci infiniment d'avoir été notre invité. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très très vite sur Public Sénat.